Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission 1, 2, 3 Santé, l'émission qui vous veut du bien. Les objets connectés ont envahi nos vies et toutes les générations confondues. Vous le savez, 1, 2, 3 Santé a à cœur de traiter des sujets qui touchent les personnes de 7 à 77 ans. Et bien pour nos seniors, ces objets connectés peuvent être d'une aide précieuse dans le domaine de la surveillance, de l'accompagnement, voire également des soins. Notre département bénéficie de certaines avancées dans le domaine. Personnes âgées connectées, c'est le sujet de notre émission. Et pour démarrer, comme à notre habitude, la question du jour. Les objets connectés peuvent-ils aider les personnes âgées ? Et pour répondre à cette question et approfondir le sujet, toujours fidèle à mes côtés, le docteur José Perianin. Bonjour docteur. Bonjour Jennifer, et comme tu vois, 100% connecté. Ah, je le vois pas encore, on va voir, on va tester, on a des spécialistes sur le plateau pour vérifier tout ça. Tout d'abord, docteur Rinaldo, vous êtes gériatre, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, bonjour à tous. Bonjour. Et également, monsieur Nicolas Bonnard, vous êtes communicant, informaticien et surtout fondateur de la conciergerie Présence. Tout à fait, bonjour à tous et aux téléspectateurs. Alors on va démarrer avec une première question. On peut difficilement aborder objets connectés sans évoquer cette crise récente du Covid. Est-ce que cela a changé des choses dans le domaine pour limiter l'isolement ? Les solutions connectées ont apporté de la valeur aux familles au sein desquelles on a des personnes âgées qui se sont retrouvées isolées, effectivement. Donc nous sommes spécialistes de solutions qui permettent de savoir à distance si quelqu'un va bien au domicile et si surtout elle a une activité classique. Voilà, donc durant cette période, effectivement, un certain nombre des familles que nous avons déjà équipées, que ce soit en Guadeloupe continentale ou sur les dépendances, ont pu vérifier à quel point l'intérêt était d'avoir pris des dispositions par rapport à ces personnes qui vivent seules et qui sont isolées au quotidien. Alors cette approche moderne de la personne âgée, certes, elle a rendu de grands services, mais est-ce qu'elle n'entraîne pas une certaine déshumanisation ? Pour certaines personnes âgées, malheureusement, oui. Alors, c'est vrai que quand on parle de personnes âgées dans leur globalité, il y a des personnes âgées qui sont déjà connectées, qui sont déjà à la pointe et qui ont pu profiter des communications avec le reste des aidants, voire avec leurs professionnels de santé. Mais pour certaines personnes qui étaient en particulier dépendantes ou qui n'ont pas l'habitude des objets connectés, ce qu'elles rapportent, c'est que finalement, l'objet connecté ne remplace pas la présence. C'est un monde nouveau. Exactement. Alors, comment ils vivent cette évolution ? Parfois avec difficulté. J'ai bien dit parfois, puisque l'une des premières paroles rapportées par la personne âgée, c'est « je suis dépassée par tous ces objets, tous ces gadgets, Internet ». Mais d'autres personnes âgées sont très très friandes justement des objets connectés et de tout ce qui peut accompagner l'évolution et le maintien au domicile. Et c'est très souvent rassurant. Alors, Monsieur Bonnard, je suppose que vous n'y trouvez que des avantages. Comment est perçue toutes les propositions que vous leur faites ? Alors, Dr Rinaldo disait à l'instant que certaines personnes sont effectivement connectées. Nous avons une approche du marché des seniors en considérant bien qu'on a les personnes de 60 à 70 ans, la tranche 70-80, et puis les très grands seniors. Sur la tranche des personnes ayant plus de 60 ans et jusqu'à 75 ans, on retrouve des personnes qui, au final, sont utilisatrices de Facebook, sont utilisatrices de smartphones, donc qui sont au fait des choses. Et par rapport à cela, en définitive, donc une intégration des solutions relativement aisée, à condition qu'elles y trouvent leur intérêt. Typiquement, nos solutions qui permettent de mesurer l'activité au domicile, pour ces personnes, l'intérêt va être qu'en cas de chute, elles ne soient plus seules face à la difficulté. On parlait de déshumanisation, nous apportons toujours l'intervention d'un PC de téléassistance et donc qui va faire intervenir, un conseiller qui va appeler tout de suite, avant toute action, et donc il y a bien le maintien de ce rapport humain. Et dans le cas où nous avons quelqu'un qui aurait une appréhension assez difficile, nous allons accompagner à la fois la famille et la personne à comprendre les intérêts et à intégrer ce nouveau dispositif au sein de son fonctionnement. Alors comment se positionnent les Antilles en termes d'avancée, si on devait comparer à l'Hexagone sur ce plan-là ? On a la chance de ne pas être
si en retard que ça. On a souvent le sentiment qu'on accède aux technologies avec du retard. Avant de me spécialiser sur les solutions connectées à l'adresse de la santé et des seniors, j'ai 20 ans de background dans les télécoms. Et en fait, on n'est pas si en retard que ça, loin de là. Parce que justement, les situations de nos territoires font qu'on peut déployer ces solutions assez facilement et assez aisément. C'est le cas dans le cadre de l'accompagnement. Alors pour ce qui nous concerne, nous travaillons en collaboration avec des startups métropolitaines. Nous sommes au sein d'un écosystème qui s'appelle Silver Valley, qui fait émerger des solutions innovantes, qui est basé à Paris. Donc nous restons évidemment connectés au vivier national. Et à côté de ça, nous avons des spécificités. Quand en Guadeloupe, nous avons une personne de 80 ans qui vit dans une maison qui est à un niveau, on n'est pas dans la même situation qu'à Paris sur quelqu'un qui est au 6e étage et qu'on va orienter en EHPAD parce qu'elle est au 6e étage sans ascenseur. Ouais. Voilà. Donc évidemment ce rapport régulier avec le national, en tirer ce qui peut nous apporter et adapter les choses à notre réalité parce que nous avons des spécificités qui sont très claires. Alors quels sont les différents services justement et produits que vous proposez actuellement? Très bien. Donc nous avons la volonté au sein de la conciergerie Présence de pouvoir accompagner l'avancée en âge depuis la phase de départ à la retraite jusqu'au grand âge dont je parlais, au plus de 80 ans. Donc évidemment sur la première étape on va avoir sur la phase de retraite des personnes qui sont encore très actives et qui vont être soucieuses de leur bon état de santé, quand bien même on n'a pas de situation de dépendance. À ce niveau-là, on va avoir des équipements ou des solutions d'accompagnement qui veillent à les rassurer sur le bon état de santé et détecter les dégradations si c'est le cas. Et puis quand on est dans la situation de dépendance, là aussi, apporter du soutien à la famille par l'équipement, notamment par exemple, nous avons une solution innovante qui consiste à positionner des capteurs au sein du logement et qui va permettre de remonter les informations régulièrement sur une application mobile au niveau des aidants. C'est la première solution qui permet en temps réel de permettre à la famille ou à l'environnement médico-social de savoir si la personne a une activité aujourd'hui qui correspond à ses habitudes. Parce que tout changement d'habitude est un signe de faiblesse à notre niveau. Alors, comment ça se passe en réalité, la fourniture du matériel, la formation de la famille, des aidants, etc. Très bien. Donc, dans notre accompagnement, l'idée, c'est qu'on puisse s'occuper d'un maximum de choses, qu'on puisse rassurer les familles. Résultat, donc, nous faisons un premier audit au domicile qui consiste à vérifier si la solution sera adaptée. Deuxièmement, nous allons voir s'il y a d'autres sujets à envisager. Pour cela, par exemple, nous travaillons avec le réseau pharmaceutique pour permettre aux pharmaciens, lui aussi, d'intervenir et d'apporter son regard. Donc, nous fournissons le matériel, nous expliquons à la famille comment ça se passe, nous formons l'utilisateur à l'utilisation du service et puis nous allons délivrer le service pendant toute la durée. En général, on est sur des services qui donnent lieu à la mise en place d'un contrat. Sur toute la durée du contrat, nous assurons le service, la maintenance du matériel, le SAV, de sorte que les choses soient complètement prises en charge. Voilà. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des risques d'effets inverses avec des appels trop fréquents, très fréquents, et surconsultation de ces données C'est un très bon point. Dès lors qu'on parle d'un environnement d'objets connectés, ça veut dire qu'on remonte de la data et qu'on remonte de la donnée de façon beaucoup plus fréquente. L'acteur qui propose la solution doit pouvoir être en mesure de filtrer justement ces informations entre les informations critiques pour la famille, les informations critiques pour le service d'assistance, être en mesure de détecter les vraies urgences, et puis ce que l'on conserve, on va dire, en base de données, s'il s'agit d'étudier a posteriori une situation, par exemple quelqu'un qui aurait eu une dégradation grave sur un mois, être en mesure de fournir au médecin, par exemple, l'équivalent des données que nous avons collectées sur les dernières semaines. Voilà, donc notre objectif au travers de l'application mobile va être de pouvoir délivrer à la famille uniquement les informations critiques et importantes. Donc vous fixez en quelque sorte des règles d'utilisation. Bien entendu, sans quoi, s'il s'agit, quand on remonte les données, il ne s'agit pas de s'inquiéter à tout événement.
Typiquement, par exemple, notre dispositif va permettre à un fils, une fille ou membre de la famille d'être assuré sur le fait que leur maman soit bien réveillée le matin. Dans certaines familles, on va être obligé de passer pour vérifier, taper à la porte ou d'appeler, voire même accélérer une situation grave, faire la personne rapidement se déplacer pour aller au téléphone. Donc là, au travers de l'application mobile, on sait qu'elle est réveillée parce qu'on a un signe d'activité. Mais ce n'est pas c'est pas un signal d'alerte. Ce qui va être de l'ordre de l'alerte, ce sont les chutes. Ce qui va être de l'ordre de l'alerte, c'est l'absence d'activité, toujours par rapport à une base qui est l'habitude de cette personne âgée qu'on aura collectée, juste pour préciser, pendant les 4 premières semaines après avoir installé le dispositif. La mission est de collecter les informations pour savoir exactement quelles sont ses habitudes et pouvoir comparer ses habitudes par rapport à ce que l'on constate immédiatement. Alors, en tant que gériatre, j'imagine aussi que pour vous, c'est important cette fixation de règles, parce que pour éviter les surconsultations de médecins. C'est aussi très important de bien vérifier la pertinence de l'objet connecté utilisé. Puisque c'est vrai que quand on parle d'objets connectés, il y a plusieurs types d'objets, nous l'avons dit. Ceux qui concernent plutôt la surveillance, ceux qui concernent plutôt la sécurité, ceux qui concernent plutôt l'accompagnement des maladies chroniques, ceux qui concernent plutôt la mise en lien ou la mise en communication. Et c'est vrai que tous les objets ne sont pas adaptés à tout type de pathologie ou à tout type de patient. Je donne juste un exemple, les objets connectés qui permettent justement de surveiller la présence, les chutes, ou bien le patient qui fugue, chez le patient qui aurait des troubles de mémoire. Si le patient ne sait pas l'utiliser ou si il n'est pas adapté, ça peut entraîner justement un surcroît de stress par rapport à l'utilisation de cet objet. Alors, vous avez équipé de nombreux endroits, notamment un EHPAD, l'EHPAD Grand Moon à Bananier, Capesterre-Bello. Je vous propose qu'on regarde un reportage à ce sujet et on en parle juste après. L'intégration des innovations technologiques dans le domaine de la domotique et des objets connectés favorise une autonomie plus sécurisée des résidents et un quotidien de travail facilité pour les soignants. Écoutons Jean-Claude Moandal, coordinateur des soins. Alors sur l'établissement, c'est un établissement qui est complètement connecté, puisque cet outil multimédia a été déployé sur l'ensemble de l'établissement, sur les 2 secteurs. Le secteur sanitaire, donc l'hôpital, mais aussi le secteur médico-social qui comprend l'EHPAD et l'accueil de jour, à peu près 130 chambres qui sont chambres individuelles avec un outil multimédia. La politique et l'objectif de l'établissement, bien sûr, c'est de continuer ce redéploiement. Aujourd'hui, le directeur d'établissement, M. Régent, a pour objectif de déployer cet outil sur l'Audra, qui reçoit effectivement des patients qui sont dialysés, sur notre futur hôpital de jour gériatrique, où nous allons recevoir très prochainement des patients en ambulatoire, et bien sûr sur l'accueil de jour qui est aujourd'hui au sein de l'établissement et qui reçoit des usagers du lundi au vendredi et qui seront connectés. Tout à l'heure, on prendra un petit moment pour parler. Depuis l'ouverture de l'établissement, nous avons à disposition des systèmes multimédia dans chaque chambre et au niveau de la salle de bibliothèque derrière moi. Et pendant le confinement, avec le confinement plutôt, le principe de précaution établi par la direction et les médecins, nous avons fermé donc l'établissement le vendredi 13 mars 2020 et nous avons donc dû développer ce système multimédia, la mise à disposition des usagers, des familles aussi, de façon à garder le lien social, à casser l'isolement et de permettre une ouverture sur l'extérieur, même si elle est virtuelle. Comme vous avez pu le voir précédemment, nous avons différentes options pour le multimédia, qui sont la télévision, la radio, la lecture, le visionnement de différents événements, comme les messes, de toute confession possible. Et surtout, ce qui nous a vraiment aidé pendant cette période de confinement, c'est les visioconférences. Visioconférences pour les usagers à destination de leur famille, qu'ils soient en métropole, dans la région, Guadeloupe, Antilles, et aussi au niveau de l'international, parce que certains de nos usagers ont donc de la famille qui se trouve au-delà de nos frontières.
Alors, nous avons aussi comme utilisation les jeux numériques, donc, qui comprennent les mots fléchés, les mots mêlés, les sudoku et qui permettent donc une mobilisation des fonctions mémoire des usagers. Et donc, en fonction de leur autonomie, nous allons pouvoir leur apporter de l'aide nécessaire, soit par l'équipe soignante, soit par les animateurs. Nous avons aussi une autre utilisation qui est la balade numérique. Alors avec un système portatif, nous pouvons diffuser de la musique aux usagers en les emmenant, surtout demandée par les personnes à mobilité réduite. Et donc nous faisons le tour de l'établissement. Donc nous avons un établissement qui est quand même assez vert et qui permet de se balader avec eux, donc avec l'enceinte Bluetooth, ce qui permet aux usagers de ne pas rester enfermés dans l'établissement. Donc toutes ces applications, tous ces usages ont été mis à jour au niveau des dossiers de soins, dossiers projets de soins, dossiers personnalisés des usagers et font l'objet maintenant d'une intégration entière au niveau des animations. Nous essayons de les rendre donc ces animations pérennes, de les inclure complètement parce ce sont des demandes en fait, des usagers. Le système numérique, de la façon dont nous l'avons développé, est pour nous maintenant une valeur ajoutée, développée aussi bien par les équipes soignantes que par les animateurs, qui nous permet une meilleure prise en charge beaucoup plus globale des usagers qui sont installés dans la résidence. Alors on le voit, cet EHPAD est complètement connecté. Est-ce qu'il y a pour projet d'équiper tous les EHPAD de la même façon ? Évidemment, suite à l'ouverture des services à cet EHPAD, nous avons été contactés par l'ARS, entre autres, qui étudie avec nous la possibilité de déploiement effectivement sur les 1251 résidents des autres EHPAD. Voilà, et on est sur des sujets d'études financières par rapport à tout ça, mais le projet est bien lancé, tout à fait. Alors c'est certainement un gros progrès, mais est-ce que ça pose des problèmes dans la relation avec les parents? Pas forcément, puisque très fréquemment, ce sont les parents, la famille, voire les aidants qui sont à l'origine de la demande, pour pouvoir maintenir le lien social et donc rompre l'isolement de leurs aînés. Mais qu'est-ce que ça change dans la prise en charge médicale, je veux dire? Alors, ça permet déjà de rassurer la personne qui peut se sentir seule, qui peut avoir besoin d'aide. Ça permet de rassurer aussi les aidants, qui sont parfois pas sur place et qui aiment garder le contact avec la personne, surtout quand elle est en perte d'autonomie. Ça permet aussi de faire le lien avec les professionnels et entre les professionnels. Alléger aussi le travail des aidants qui font un énorme travail, ça peut contribuer à l'amélioration de leur situation. Même si l'objet connecté ne remplace pas la présence, mais c'est sûr, et on l'a vu, surtout en période de confinement, que le stress de l'isolement et le fait de ne pas pouvoir parler à quelqu'un peut très rapidement détériorer l'état de santé et l'état mental d'une personne âgée déjà isolée. Alors on va enchaîner avec la deuxième partie de cette émission. En dehors de ces téléphones, tablettes connectées, il existe beaucoup d'autres objets connectés qui aident au quotidien ces patients. Quels sont-ils ? À notre niveau, on travaille en ce moment sur des équipements de mesure qui permettent au domicile de remonter les informations. Alors typiquement sur des patients avec des pathologies, je vais prendre une pathologie comme celle du cancer. Régulièrement, les infirmiers vont prendre le poids une fois par mois. Avec une balance connectée, on va pouvoir remonter les informations quotidiennes et faire la personne faire son acte elle-même. Et donc dans cet esprit-là, on va avoir une panoplie d'équipements qui vont permettre de remonter des données et surtout permettre aux professionnels d'avoir les informations à distance. Les données cardiaques, mais aussi les problèmes de positionnement de la personne, les détecteurs de chute par exemple. Alors le détecteur de chute effectivement qui va permettre de remonter une alerte en automatique. Sur un lit, même avec une personne alitée, connaître le niveau d'humidité du matelas, connaître la position des barrières sur un lit médicalisé qui sont relativement répandues au niveau des personnes dépendantes. Donc la panoplie est très large. Ce qui est important de retenir, c'est que les télécommunications aujourd'hui permettent de remonter tout ce qui est important sur la situation vitale et sur le quotidien d'une personne à son domicile. Reste à ce que les accompagnants et le corps médical intègrent ces solutions-là dans les nouvelles façons de faire.
On peut avoir aussi des timbales connectés. Oui, timbales connectés pour l'hydratation, des chaussures connectées, des protections connectées, toute une domotique où on a aussi un lien directement où on peut voir la personne sur son smartphone, savoir si elle a éteint le feu, vraiment, la panoplie est très large. Mais toutes ces connexions doivent aboutir à l'autre bout du fil, à une personne qui surveille ces données. Les dents, le médecin. Bien entendu, c'est en général un triptyque, la personne qui est au domicile et qui est fragile, les aidants qui ont des informations régulières et évidemment un service qui va gérer les urgences. Donc dans notre cas, un plateau de téléassistance qui va piloter dans les cas d'urgence les services type pompier en cas d'intervention nécessaire. Et vous pouvez déjà dresser une analyse de savoir si les soignants, si le personnel médical est formé à ces nouvelles façons de procéder ou il y a encore du travail à faire? Comment ça se passe? Comment vous le voyez? Alors, il y a encore du travail à faire sur notre territoire. Mais il faut savoir que sur le niveau national, ça fait déjà bientôt 10 ans que la France fait leader dans tout ce qui est objets connectés dans le cadre des lois de projets de numérisation et de la Silver Economy. Donc nous avons déjà un retour et une expérience sur la qualité du maintien au domicile. Parce que quelque part, avoir des objets connectés, c'est permettre de garder au domicile le plus longtemps les aînés. Mais justement, à ce sujet, je vous propose qu'on regarde un petit reportage sur un patient qui est connecté complètement à son domicile et on en parle après. Alors, l'action de la Maya. Tout d'abord, Maya, c'est une méthode d'action, d'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie. En gros, c'est maintenir la personne âgée en toute autonomie le plus longtemps possible à son domicile, si c'est son choix. Donc pour cela, la Maya va travailler dans une dynamique de coordination des partenaires qui vont œuvrer pour réaliser les missions du maintien, d'accompagnement sur le point de vue sanitaire, social ou médico-social. Alors sur le territoire Sud-Basse-Terre, mais c'est tout le territoire Guadeloupe. Alors les bénéfices de la téléassistance. Vous savez, on sort d'une situation sanitaire inédite avec le Covid. Donc, ce nouveau dispositif a vu tout son sens dans le fait d'assister les personnes, même à distance des professionnels, qui, ne pouvant, dans un contexte sanitaire, ne pouvant s'y rendre, pouvaient quand même assurer un suivi, une présence auprès des personnes et garantir un accompagnement. Vous savez que l'isolement est l'un des facteurs de risque d'aggravation de toutes les problématiques de santé. Donc la téléassistance est un acteur complémentaire dans l'accompagnement, dans le fait d'assister une personne. Et l'impact que j'y vois dans la téléassistance, c'est assister la personne, mais c'est aussi assister l'aidant. Un aidant sur deux décède avant son propre parent. Donc il est important que cet aidant trouve un relais, un accompagnement pour le maintenir dans cette dynamique compliquée des fois pour l'aidant de soutien de son parent à son domicile. L'objectif, c'est le plus longtemps possible avec ce dispositif, par exemple. Voici Colette. Son domicile est équipé de capteurs discrets. Grâce à eux, Colette vit comme à son habitude. Présence Solo veille. Voici Sylvie, la fille de Colette. Tous les matins, Sylvie consulte son application Présence Solo et sait que sa mère s'est bien levée. Elle reçoit un SMS lorsque Colette s'absente longuement de son domicile. Grâce à Présence Solo, Sylvie veille sur Colette et détecte les moments où elle a besoin de plus de soutien. Ce matin, Colette a du mal à se lever et reste au lit. Présence Solo détecte cette situation anormale. Julien, le téléopérateur, est informé immédiatement. Il la contacte. Elle lui explique qu'elle a passé une très mauvaise nuit et qu'elle se sent un peu patraque. Grâce à Julien, Colette reçoit alors la visite de Pierre, son voisin, qui a été prévenu de la situation. Avec Présence Solo, elle sait que quelqu'un est toujours là pour veiller sur elle, jour et nuit. Je viens vous présenter aujourd'hui 3 solutions. Présence Solo, pour les personnes seules au domicile. Présence Duo, pour les personnes qui ont une personne, un aidant au domicile. Et Présence Nomade, pour les personnes qui ont tendance à faire des randonnées ou être à l'extérieur du domicile. Pour cette solution-ci, nous avons une centrale qui est reliée à un détecteur ouverture-fermeture de porte du domicile, ainsi qu'un capteur infrarouge qui est situé dans 4 pièces de la maison pour voir les passages des personnes et voir qu'il n'y ait pas de chute, que tout aille bien. Tout est relié au niveau d'une plateforme
Et il y a également une application smartphone pour les aidants, pour la famille, ainsi qu'un médaillon d'urgence. Si la personne chute ou a un malaise, elle peut automatiquement déclencher une urgence. Pour ce kit-là, c'est à peu près la même chose, sauf que nous n'avons plus de capteur, mais nous avons un médaillon d'urgence. La personne chute également ou a un malaise, elle peut tout de suite déclencher l'alerte qui est envoyée à un PC qui s'occupe de prévenir la famille ou les personnes responsables de l'urgence, pompiers, etc. Pour ce dernier produit, ce qui est intéressant, c'est que si la personne voyage autour au niveau de l'archipel, au niveau des randonnées, etc., il y a une géolocalisation et tout de suite, si la personne fait un malaise ou perte de conscience ou chute, etc., tout de suite, la personne peut être localisée avec un point GPS et c'est beaucoup plus sécuritaire. Le point fort de ces solutions, concernant les personnes à mobilité réduite ou les personnes âgées, c'est une tranquillité d'esprit, un meilleur maintien à domicile. Et pour le personnel, pour les aidants, ils sont sereins. Ils sont beaucoup plus sereins concernant la sécurité de ces personnes. Alors là encore, c'est un bel exemple d'équipement, d'équipement connecté à domicile. Alors si on devait dresser un bilan et puis savoir quelles sont les zones géographiques qu'il va falloir équiper peut-être en premier, avec cette particularité insulaire qu'on a dans notre archipel, où est-ce qu'on va se placer en priorité et quel endroit il devrait y avoir plus de demandes? C'est ça. L'archipel Guadeloupe fait que nous avons une double insularité sur les territoires de la Désirade, des Saintes et de Marie-Galante. Et typiquement, par exemple, les communes de Marie-Galante sont réputées comme étant celles sur lesquelles on a le plus fort taux d'isolement des seniors, avec des enfants qui sont soit déjà partis depuis longtemps en Guadeloupe continentale, voire en métropole. N'oublions pas qu'on a 1 million d'Antillais guyanais installés en métropole pour une population à peu près d'1 million, 2 millions également en local. Donc Marie-Galante, effectivement, est un territoire sur lequel on a un regard très fort. On y va toutes les semaines et puis ça concerne aussi les autres dépendances. Et puis sur la Guadeloupe continentale, la Basse-Terre, le Nord-Grande-Terre, voilà, on retrouve en général les communes éloignées. Voilà. Alors pour les moins âgés d'entre eux, qui maintiennent une activité physique encore régulière comme on le conseille, qui vont même faire du sport, il faut assurer leur sécurité. Quelles sont les choses que vous proposez pour l'assurer? Assurer leur sécurité et aussi l'intérêt que nous y voyons, c'est un maintien d'un bon mental, parce qu'au moment du départ à la retraite, on se retrouve avec un planning qui est vide, avec un téléphone qui ne répond plus. Résultat, nous proposons les solutions qui vont permettre d'assurer la sécurité physique en remontant les données sur le rythme cardiaque, en remontant les informations qu'ils vont consulter eux-mêmes, et aussi leur proposer de l'activité sociale. Maintenir du lien au sein de la conciergerie, c'est ce à quoi on s'intéresse sur les 60-70 ans, on va dire. Alors justement, pour clôturer cette émission, au total, quels sont les bénéfices que vous pouvez déceler de tout cet appareillage et ce côté connecté? Alors, les bénéfices sont multiples. Pour les personnes âgées qui sont en pleine forme et autonomes, c'est justement le maintien de l'autonomie, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychique et qu'elle soit cognitive, puisqu'on n'a pas parlé aussi de tous ces jeux qui permettent aussi de continuer à garder une bonne activité cérébrale. C'est éviter l'isolement, pour pouvoir, par exemple, parler avec ses enfants sur la métropole, continuer à suivre ses consultations avec son infirmière, son médecin généraliste quand on est diabétique, hypertendu, et lancer des alertes pour les personnes qui sont en perte d'autonomie et qui permettent justement d'avoir une surveillance et un maintien au domicile le plus longtemps possible, puisque quelque part, c'est ce que veulent nos aînés. Eh bien, merci beaucoup, chers invités, pour vos éclairages sur ce sujet ô combien intéressant. Merci. On fera la vérification après, docteur, pour savoir si vous êtes bien connectés. Je vais veiller au grain. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis, une fois de plus, de nous être fidèles. Et on se quitte, comme à notre habitude, avec la synthèse en créole. Et d'ici le prochain rendez-vous, prenez bien soin de vous. Bien bonjour tout le monde. C'est vrai, avec qu'il est tout le monde n'y a un portable, ordinateur, à part certains grands mondes en nous. Mais faut nous savent que ça peut servir. Dr Leila Rinaldo, gériatre et monsieur Nicolas Bonnard, qui communicant informaticien, il explique nous que tous ces appareils connectés-là peuvent rendre service, soit à dans accompagnement et même soins aussi. Il peut aider ces familles-là pour veiller ces grands mondes-là. Nous voyons tous ces appareils-là, nous aussi visiter un EHPAD à Bananier, qui est déjà équipé avant Covid là. Et bien ça, il y a crié tablette connectée,
qui permettre ces familles-là de rester en contact avec ces gens hospitalisés là. Nous voyons aussi un lot appareil qui rend le travail là plus facile, comme ça il a créé détecteur de chute et détecteur de variation d'activité. Là, il y a fait un petit marché, on peut veiller attention à eux. Ils mettaient toutes ces bitins-là en place pour ces grands mondes-là, pour qu'ils puissent se sentir bien et pas sentir tout seul, et sentir surtout en sécurité. Merci pour écouter Azote, à dans notre soleil.